Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, mes chers collègues, il est des débats en cette Chambre qui interrogent profondément, philosophiquement, tout à la fois l'histoire passée et les pratiques qui ont été ou sont les nôtres. Ce débat sur la proposition de loi de cadre relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques en fait partie. Le groupe démocrate est très heureux, nous l'avons dit en commission, de cette proposition issue du travail conséquent suivi de notre collègue Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture de 2014 à 2020 au Sénat. Elle a, de fait, remarquablement permis de faire évoluer la législation et l'action des pouvoirs publics en ce domaine, à la suite notamment du travail de notre collègue du MoDem, Nicolas About, en 2002. Nous avions ainsi rappelé en commission l'histoire initiale, à ce titre exemplaire, de Saartjie Baartman, à l'origine de la première loi de restitution intervenue en 2002. On la surnommait la Vénus Hottentote. C'est une jeune femme d'Afrique du Sud qui fut vendue, montrée en France, au Royaume-Uni, en Hollande, puis après sa mort prématurée, à 27 ans, disséquée, formalisée, reconstituée et exhibée à nouveau, jusqu'en 1974, date où ses restes sont enfin mis en réserve. Des décennies et une loi plus tard, elle retrouve enfin son sol natal, le jour de la fête nationale consacrée aux femmes, le 9 août 2002, 186 ans après son décès. C'est par une loi aussi votée en 2010 qu'aboutira la restitution à la Nouvelle-Zélande de 20 têtes humaines tatouées et momifiées, dites têtes maoris, dont une conservée au Muséum d'histoire naturelle de Rouen depuis 1875, grâce au travail de Catherine Morin-Desailly. Eh bien, il n'était plus possible d'avoir recours à la loi à chaque demande, quand bien même nous partageons ici un profond respect du principe d'inaliénabilité du domaine public. Ce principe protecteur, théorisé par le grand législateur Michel de L'Hospital et qui régit notre droit depuis l'édit de Moulins, promulgué par Charles IX en l'an 1566, reste essentiel, bien évidemment, pour nos collections. Seulement, la dérogation à ce principe sera désormais rendue possible par décret en Conseil d'État, après une analyse rigoureuse, scientifique et historique si besoin est, et dans le strict respect de critères précis. Ce cadre a d'ailleurs des contours mieux définis après les travaux du Sénat et de la commission de notre Assemblée. Les restitutions sont en lien avec la demande effective d'un État tiers, au nom d'un groupe humain à la culture et aux traditions actives, pour des fins funéraires ou mémorielles. Le curseur est arrêté à 1500 plutôt que la borne mobile des 500 dernières années pour définir la période des restitutions possibles. Ces restitutions sont possibles quand les conditions de collecte se sont avérées problématiques en regard du principe de la dignité de la personne humaine ou du respect de la culture, des traditions du groupe humain considéré. Il est enfin rappelé que les recherches génétiques sur des restes humains sont possibles uniquement en accord avec le pays tiers. Voici donc une proposition de loi qui, en proposant de s'affranchir de la loi, ouvre une voie de nouvelles restitutions pour des restes humains qui n'auraient jamais dû entrer dans nos collections publiques. Certains de ces restes humains ont de fait été collectés à une époque où les considérations sur l'infériorité de certaines races ont été en cours. Il résulte de pillages, trafics illicites, vols, fouilles, excavations sauvages, confiscations, échanges inéquitables, mutilations volontaires des cadavres massacrés, recueil d'individus exposés, pour reprendre les mots du chercheur Laurent Berger. Nous gagnerons nous-mêmes en dignité en répondant aux demandes de restitution de ces restes par des États tiers, en opérant cette décision de justice différée pour des populations opprimées du passé. Pour les restes humains ultramarins, nous nous satisfaisons de voir que le travail de réflexion entamé au Sénat va se poursuivre via la remise d'un rapport, car nous n'oublions pas évidemment que nos compatriotes ont pu aussi être les victimes sur le sol hexagonal, notamment de zoos humains. Je voudrais, pour terminer, vous confier une réflexion. Il y a quelques jours, je regardais un documentaire d'Arte sur un chantier de fouilles en Italie. Des os d'une femme étrusque étaient minutieusement récupérés, classés, prélevés. Derrière l'intérêt scientifique évident, la nécessité de faire progresser nos connaissances, de les transmettre à la postérité, cette question essentielle du respect dû à une tombe. La sagesse et cette loi nous invitent à faire clairement la différence entre la nécessaire mise en valeur en lumière de civilisations anciennes et ce qui relève manifestement du recel, de l'exhibition malveillante et raciste. Il est indispensable que les communautés d'origine puissent honorer la mémoire de ceux qui, parmi eux, furent les victimes de ces actions indignes. C'est ce que permettra ce texte. Il a une portée d'autant plus forte que nous venons d'honorer nos morts le 2 novembre et nos anciens combattants ce week-end. C'est aussi le rappel d'une histoire qu'il faut toujours savoir interroger, regarder de face, réparer, pour que les cicatrices d'hier n'engendrent pas les désaccords, les conflits de demain. En un mot, c'est aussi un geste de paix que porte cette belle proposition
et nous la voterons au groupe démocrate avec enthousiasme. Merci, Madame la députée.